Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Mesdames et messieurs, retour au direct. Et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec le général François Chauvency. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour général, et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel qui a l'habitude d'avoir parmi un grand nombre de dossiers votre vision de la chose, vos analyses, mais aussi surtout discuter l'actualité nationale et internationale. En tout cas, merci au nom de notre auditoire. Il faut bien préciser que Monsieur François Chauvency et aussi, il détient un blog de taille que j'invite notre auditoire à le visiter. C'est Défense et Sécurité. C'est un spécialiste de la question de l'information. Général, comme vous le savez, nous vivons une période troublée. Et surtout une période qui touche un service que vous connaissez aussi et qui a laissé beaucoup de monde, comme on dit en langage courant, une bouche bée. Donc ils n'arrivent pas à comprendre de quoi il s'agit réellement, cet attentat de la préfecture de Paris. Est-ce que peut-on dire que cet attentat montre à quel point, comme quoi nous sommes dans une période de guerre et que cet attentat rentre dans le cadre de ce qu'on appelle cadre de l'infiltration d'un ennemi? Pour ma part, j'aurais une tendance à le croire, tout en relativisant néanmoins l'attaque de la préfecture. L'attaque de la préfecture aujourd'hui semble être l'action d'un seul homme, et non pas d'une organisation, ce qui peut-être relativiserait la notion de guerre pour ma part, même si c'est un terme que j'utiliserais volontiers. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je crois surtout que nous assistons à des structures d'État aujourd'hui qui, pour une partie d'entre elles, ont oublié qu'elles devaient se protéger pour bien fonctionner et que je crois que la vie du quotidien, la tranquillité, la routine peut-être aussi, y compris dans la police, aboutit à des failles importantes dans la sécurité et donc finalement permettent de donner des opportunités à des individus ou à des groupes pour effectivement mener une action terroriste. En l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Alors maintenant, infiltration, oui, sans aucun doute, tout mouvement terroriste, tout mouvement idéologique, les communistes l'ont fait avant les islamistes, veulent infiltrer un État qui pourrait les combattre. C'est, je dirais, presque une loi de la guerre, pratiquement. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Maintenant, est-ce que l'individu en tant que tel était vraiment le premier soldat d'un groupe plus important ? A priori, les enquêtes montreront si oui ou non c'est le cas, mais ce n'est pas vraiment apparent aujourd'hui. Le terroriste s'appelait Michael Harpon. C'est une personne d'origine, si j'ai bien saisi les informations que l'on a pu avoir. Il est martiniquais, donc d'origine martiniquais, et il est français, et il a travaillé dans ce service depuis un certain temps. Vous connaissez un petit peu les rouages d'embauche de tel ou tel dans un service, est-ce que selon vous, ce monsieur a pu avoir ce poste-là où il se trouvait avant l'attentat, d'une manière par compétence ou bien dans une procédure tout à fait normale qui permet à n'importe qui pour avoir accès à cette fonction publique? Non, absolument pas. Je dirais qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on a la chance en France que pour être fonctionnaire, et c'était son cas, il faut passer des concours. En l'occurrence, il était fonctionnaire catégorie C, et pas à très haut niveau. Donc, a priori, sans qu'on en sache plus aujourd'hui à notre niveau, c'est quelqu'un qui a passé un concours. Peut-être que son handicap lui a donné des points supplémentaires pour passer plus facilement. On n'en sait rien. Mais dans tous les cas, il a rempli tout à fait le critère, je dirais, administratif pour entrer dans la fonction publique. Ça, il ne faut pas le négliger. Le deuxième point, peut-être, c'est tout ce contrôle sur la personne par la suite. C'est vrai qu'en France, quand on est fonctionnaire, on l'est à vie, on se pose plus trop de questions sur celui qui est fonctionnaire, et théoriquement, on sert l'État et la communauté nationale. Bon, là, on assiste effectivement à une dérive d'une personne au moins,
et puis un manque de contrôle dans un service particulier, qui est celui d'un service de renseignement, où chacun, finalement, devrait être contrôlé régulièrement, ce qui n'a manifestement pas été le cas. Et sauf que ce monsieur, il était labellisé secret défense quand même. Ah, tout à fait. Normalement, même si les chiffres sont contradictoires quand on lit un petit peu ce qui est sorti depuis, théoriquement, tous les 5 ans, on doit refaire une habilitation. Mais si je vous donne l'exemple des militaires, les militaires sont secret défense, mais pas tout le temps. C'est-à-dire que dès qu'ils changent de poste, si le secret défense ne s'adapte plus, il aurait retiré. Donc je dirais qu'on revient à une réflexion sur la fonction publique. Est-il très raisonnable de laisser des personnes trop longtemps dans un poste sensible parce qu'elles ont fait leur preuve au début et on ne sait pas comment elles vont évoluer? Je dirais que ça, c'est le premier point. Le deuxième point, bon, il y a des contrôles qui doivent être faits et il est avéré aujourd'hui qu'ils n'ont pas été faits. Quand on lit la presse et les informations qui sont sorties au début de l'attentat, dans les 3 jours qui ont suivi, il a été évoqué, par exemple, que Michael Harpon s'était simplement converti à l'islam il y a 18 mois. C'est ça. En fait, on s'aperçoit après que c'était en 2008. C'est ça. Alors, sa femme l'avait incité à se convertir, donc en 2008. Donc ça fait 11 ans. 11 ans qu'il était converti et que personne n'avait rien vu. Alors, on ne fait pas de chasse à la religion, mais néanmoins, dans un service sensible, on doit être au courant de tout ce que devient l'individu et suivre son évolution personnelle pour éviter qu'elle représente un danger. Sauf que sa religion, donc, ce n'est pas la question par rapport à... C'est cette radicalisation qui pose un problème. Ce processus de radicalisation, parce que là, on parle d'un converti. Alors, si on suit ce raisonnement, tous les convertis musulmans sont des potentiels terroristes. Sauf qu'on voit des personnalités de très très haut niveau convertis, hein, des chercheurs et autres, qui sont républicains à 100%, et en plus, ils utilisent la laïcité et comme un moyen d'échanger avec les musulmans, j'ose dire, de souche, comme on dit, hein, les musulmans qui de naissance. Alors donc, le souci qui se pose, cette processus de radicalisation de ce monsieur, comment ça se fait qu'elle n'a pas été tout simplement identifiée dès le commencement? Alors, je vais d'abord répondre à ce que vous avez dit il y a quelques instants sur la conversion à une religion. J'ai bien dit à une religion et pas à l'islam. Si vous regardez l'histoire, les convertis, très souvent, ne sont pas forcément les moins fanatiques, quelle que soit la religion. C'est ça. Donc déjà, quand quelqu'un se convertit, on peut se poser la question du pourquoi. Et effectivement, après, est-ce que c'est dangereux ou non pour son environnement? Voilà, c'est 2 temps. Mais regardez bien l'histoire, quelle qu'elle soit, tous les convertis ont été ceux qui voulaient être plus religieux que les autres. Et donc, finalement, pouvaient être des dangers, même des violents. Voilà, ça, faut le reconnaître. Maintenant, comment ne pas reconnaître la radicalisation? Moi, ce que je lis et ce que j'entends, c'est quand même que ceux qui avaient vu ont émis des signalements et que ces signalements n'ont pas été pris en compte. Et je crois qu'il faut réfléchir aussi sur le fonctionnement des Français aujourd'hui, quel que soit, je dirais, leur milieu social, l'endroit où ils travaillent. On a une forte réticence à dire que quelqu'un n'est pas très normal ou qu'il a un comportement qui ne correspond pas. Des fois qu'on soit accusé d'être un délateur. Et je reviens à l'histoire. Rappelez-vous quand même notre histoire française en 1940-1944, où les collaborateurs étaient quand même, les Allemands bien entendu, dénonçaient ceux qui ne collaboraient pas. Et je crois que cette histoire a beaucoup imprégné une partie des Français, de dire je ne peux pas dire cela, je vais lui porter du tort, donc je ne dis rien et je me tais. Et puis un dernier point peut-être, je l'ai connu aussi dans ma carrière de militaire, il y a un moment où le chef hiérarchique n'y croit pas, pour plein de raisons différentes qu'on ne connaît pas toujours. Il dit non, vous m'avez dit ça, ce n'est pas, non, c'est pas possible, et puis il n'y a rien à voir, voilà, vous pouvez circuler. Bon, ça, je crois que ça fait aussi partie du système, entre ceux qui ne veulent pas voir, ceux qui ne veulent pas dénoncer, et finalement, à radicaliser aujourd'hui, bénéficie de toutes ces failles qui sont très humaines pour éventuellement mener un acte terroriste. Sauf que tout simplement, ces derniers jours, on est en train de vivre un petit peu à des recettes magiques par rapport à la radicalisation. Chacun, qu'est-ce qu'il prétend. Ce matin, j'ai entendu quelque chose qui m'a surpris. Hein. Sincèrement, ça m'a surpris par l'intermédiaire du ministère de l'Enseignement. Hein. C'est lui-même qui l'a dit, je crois, sur une chaîne télé. On peut prévoir la radicalisation à travers de bas âge si un enfant ne s'assoit pas sur une chaise rouge. Sincèrement, j'étais ébloui. Hein. Est-ce que
cette manière de communiquer sur la radicalisation sans savoir les mots-clés de dire que tel ou tel est radicalisé cause beaucoup de tort puisque l'on amène de bénéfiques pour cette société qui vit un drame. Il ne faut pas l'oublier, on vit un drame depuis 2015, presque année. Alors, il est temps qu'il y ait une définition claire et nette sur la radicalisation, avec un grand ou bien l'irradicalisation, avec un grand S à la fin, qui peuvent être islamiques, comme peut être d'autres religions ou d'autres concepts. Vous avez raison. Aujourd'hui, le mot radicalisation est utilisé, oserais-je dire, à toutes les sauces, quel que soit le parti politique, quelle que soit la religion. Ce sont les extrémistes, disons-le franchement. Quels qu'ils soient, ce sont des extrémistes. Ceux qui, d'ailleurs, éventuellement, dans le cas d'un extrémiste, sont capables de passer à l'acte violent. Maintenant, il y a énormément d'études qui ont été développées sur la lutte contre les radicalisés, je vais prendre ce terme-là, en disant, voilà, comment le déceler. Bon, on est quand même dans la sociologie. On sait bien que la sociologie n'est pas forcément une science exacte, qu'il faut énormément de connaissances pour identifier si telle ou telle personne correspond à tel ou tel profil. Donc, on est dans la science inexacte, oserais-je dire, même si c'est paradoxal. Alors voilà, donc aujourd'hui, désigner quelqu'un, là, l'exemple que vous avez cité, le ministre de l'Éducation nationale, si j'ai bien compris. Bon, j'avoue que moi, personnellement, ça me surprend un peu qu'on ose dire des trucs pareils, si je peux me permettre d'être un peu vulgaire. En tout cas, c'est la télé, hein. J'étais en train de regarder, je vois ça, j'étais surpris, hein. Et juste pour compléter cette information, c'était Madame Rachal, hein, donc qui est BFM TV, qui a insisté, hein, il a insisté, donnez-nous des exemples de quelles sont les mesures pour détecter un radical. Vous voyez, donc il a insisté et du coup le pauvre, il a sorti cette phrase qui, je sais pas moi. Non, on est dans l'extrémisme de la recherche de la radicalisation, mais je dirais qu'il y a plusieurs étapes. Bon, personnellement, je suis quand même, et la France a beaucoup oublié cela, sur l'expression de son attachement à la République et à ses valeurs et à ses lois. Par exemple, pour des militaires, prêter serment à son drapeau. Il y avait un reportage sur la Légion il y a quelques jours que j'ai vu, où le légionnaire étranger a un credo où il dit « je défendrai la France par les armes » et tout ça. C'est-à-dire qu'il y a un engagement public, verbal, pour dire « je suis français, même si je suis étranger d'origine, je défendrai la France, je servirai la France ». Et je dirais qu'il y a un certain nombre d'endroits en France où on a tellement mis ça de côté qu'on ne sait plus, entre guillemets, à qui faire allégeance. Or, notre première allégeance, c'est quoi? C'est la France, c'est la communauté nationale. Ça veut dire qu'il faut l'exprimer et non pas, finalement, chercher ceux qui sont contre. Au départ, il faut, je dirais, inciter la majorité d'entre nous à montrer cet attachement à la France, à la République, à ses valeurs, à ses lois. Et c'est là qu'on verra ceux qui ne rentrent pas dans le moule. Il n'y a pas besoin de chercher bien loin. Quand on a eu l'affaire du Bataclan et autres, ces jeunes qu'on a cités, qui ont refusé de chanter la Marseillaise de mémoire, ou qui disaient finalement le Bataclan, tant pis pour eux, c'est bien fait pour eux, c'était des minorités peut-être infimes, mais là on a bien vu qu'ils ne voulaient pas respecter, je dirais, ce cadre social. Donc je dirais que moi je suis plutôt pour une approche positive. Exprimons notre attachement à la France, à la République, à ses valeurs, et on verra très rapidement ceux qui ne rentrent pas dans le moule. Et quand on voit ceux qui ne rentrent pas dans le moule, là on peut avoir une action pédagogique, explicative, de compréhension, de recherche. Parfois c'est simplement une méconnaissance, mais quand c'est un peu plus grave, là on peut prendre des mesures. Donc moi c'est comme ça que je raisonnerais, quel que soit l'extrémisme. On a un moule social qui existe. Il a été très dénaturé par différents pouvoirs politiques, par une population française très souvent qui finalement veut une société à la carte et non pas une société, je dirais, nation, je dirais. On est quand même aussi chez les Français avec parfois une certaine forme de communautarisme qui n'est pas uniquement islamique. On vit chacun dans son coin. Donc, attachons-nous à nos valeurs, exprimons-les, défendons-les après, et on verra bien ceux qui ne suivent pas le mouvement, je dirais, général. Il faut bien préciser que vous venez de le citer en même temps, hein, donc il faut rendre aussi droit à ce ministre de l'Éducation nationale qui a dit aussi un mot très clé qui est en relation par rapport à ce que vous venez de citer, hein, l'histoire, tout simplement. Il y a des commissions laïcité au sein des académies, d'accord, de l'Éducation nationale, qui permettra tout simplement de voir le pourquoi de la chose, pourquoi cet enfant il commence à se radicaliser, ou bien qu'il s'approche pas, ou bien qu'il montre des signes de radicalisation. Et il paraît que le prof ou bien l'institut peut
prendre contact avec cette comité de laïcité pour voir de quoi il s'agit, peut-être voir les parents, peut-être en discuter davantage avec l'enfant. Vous savez, à bas âge, c'est souvent le manque d'information qui prime. Alors, il y a des cas qui sont vraiment limités, comme vous l'avez bien dit, qui sont très dangereux. Il faut les traiter autrement, mais autrement, il y a ce travail. Et ce travail, moi, je préconise, s'il y a possibilité, que les chargés de travailleurs sociaux devront le faire, parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit manquement dans ce sens aussi. Alors là, je ne peux pas vous répondre sur cet engagement. Je dis simplement, moi, j'ai une vision peut-être très jacobine, très parisienne, très militaire peut-être, en disant qu'il faut une colonne vertébrale qui va du haut de l'État jusqu'en bas de l'État. Et qu'à ce titre, tous les agents des administrations, quelles qu'elles soient, contribuent d'abord à ce travail avant de faire appel, je dirais, à du privé en quelque sorte. Ensuite, si on fait appel à ces acteurs, je dirais, privés de la société civile, on ne peut pas mettre n'importe qui, n'importe où. Donc pour moi, ces personnes doivent avoir donné des gages de leur attachement à la France, à la République, qu'elles respectent aussi finalement les directives qu'on pourrait leur donner, qu'on ne leur donne pas un blanc-seing pour faire ce qu'elles veulent, car on a bien eu il y a quelques années la preuve que ces travailleurs sociaux, parfois certains d'entre eux étaient, on ne sait pas de quel côté ils étaient. Donc on est là quand même pour, moi je suis pour un certain durcissement de toutes ces approches, de telle façon que ceux qui veulent éviter la radicalisation soient bien pilotés entre guillemets par l'État. Je vous dis, je suis un peu jacobin, simplement parce qu'il y a des règles, qu'il y a des lois, et qu'on ne peut pas disperser, je dirais, nos efforts. Voilà, alors travailleurs sociaux, pourquoi pas, mais ils doivent aller dans d'autres sens. Et on n'est pas non plus dans le compromis, sinon la compromission, comme on le voit dans certains quartiers. On est là pour, effectivement, que la France soit partout chez elle, quel que soit le quartier. Et ça, c'est peut-être la vraie question qu'on doit poser aujourd'hui. On a parlé tout à l'heure par rapport à ce M. Michael Harpon. Il avait un poste quand même très important. Vous êtes quelqu'un qui est dans le domaine, il fait de l'informatique, dans un secteur très sensible. Il n'y a pas de risque par rapport à des fuites éventuelles d'informations, ou bien il ne faut rien négliger? Le risque, là, il est avéré. On a une clé USB dont on ne sait pas trop où elle est allée, ou avec des noms de fonctionnaires de police, on peut effectivement s'inquiéter. Et je dirais que la première question que vous m'avez posée, ou la deuxième, concernant l'enquête de sécurité et le secret défense, pour des personnes qui sont dans l'informatique et qui sont assurées, qui assurent la maintenance informatique, il semble invraisemblable qu'on ait pu laisser quelqu'un sans contrôle régulier avoir accès aux ordinateurs, aux disques durs et donc copier sur une clé USB. Il y a un certain nombre de services en France qui n'acceptent pas qu'on utilise des clés USB dans les services, notamment dans les services de renseignement. On le sait. Alors comment peut-on expliquer que cette personne ait pu mettre sur une clé USB des renseignements que j'ai cru comprendre étaient confidentiels, sinon donc secret défense. Dès lors qu'une clé USB rentre dans un service secret défense, théoriquement, elle doit être homologuée secret défense. C'est-à-dire qu'on en fait plus que l'on veut. Elle est suivie, elle est filtrée. Donc il y a une forte, je dirais pour moi, il y a une forte probabilité que vraiment, il y avait un grand laxisme dans ce service de renseignement et qu'à mon avis, même si on n'en a pas beaucoup parlé, il y a un moment où il faut sanctionner. Il y a des gens qui n'ont pas fait leur travail et quand on ne fait pas son travail, personnellement, j'estime qu'on doit prendre la porte ou être muté ailleurs. Écoutez, comme vous le savez, donc la France, comme vous l'avez dit, vous êtes jacobin, donc je vais pas vous dire non, et en plus militaire, donc ça fait deux. Alors, c'est lourd. Non, lourd pour celui qui a quelque chose à se reprocher. Voilà, voilà, qu'on soit clair. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle moi, dans tout ça, c'est que simplement, vous le savez mieux que moi, la France est engagée à travers le monde. La France, elle n'a pas que des amis dans le monde, il y a beaucoup d'ennemis, il faut pas l'oublier non plus, et aussi ses actions parfois courageuses et parfois maladroite, donc par rapport à des actions menées par-ci, par-là, y a-t-il un risque à travers... va savoir si s'il y a un autre aussi, parce que ce monsieur, qu'on soit clair, il est martiniquais, on voit pas comme quoi c'est un arabe, on va dire tiens c'est un maghrébin. Non, ce n'est pas un maghrébin, ce n'est pas un arabe, donc c'est un martiniquais, il s'est converti à l'islam. Y a-t-il possibilité d'avoir d'autres, ce style-là, de personnages, peut-être dans notre pays, Guadeloupe ou autre, qui peut avoir cette étiquette et qui peut faire ce qu'il veut jusqu'à maintenant, ou continuer à faire? Le risque est permanent, il ne faut pas se voiler la face. Maintenant, vous parlez de Martiniquais. Bon, il y a beaucoup de Français d'origine maghrébine, africaine
dans les services, sûr. dans la police, dans les armées, et l'immense majorité ne pose aucun problème. Je parlais même, il y a même des Français de souche. Hein, donc, il y a aussi les Français de souche qui peuvent trahir, ne l'oubliez pas. Hein, voilà. Là, Donc, vous avez parlé de la période de putain, donc j'ai rien à dire. Oui, continuez. Voilà. Donc, tout le monde est concerné. Je vais prendre un mot qui ressurgit de temps en temps. Il y a des traîtres. Il y a des traîtres. Voilà. N'oublions pas. C'était un mot beaucoup plus courant il y a une trentaine, 50 ans. Aujourd'hui, on en parle très peu. Mais la trahison, elle existe. Ce sont des personnes qui sont des traîtres. Des traîtres, il y a un code pénal qui est là pour sanctionner leur comportement et leurs agissements. Voilà. Maintenant, effectivement, il y en a forcément quelques-uns. Écoutez, la trahison n'est pas une spécialité française, hein, donc je suis d'origine marocaine, on le sait. Alors, les traîtres sont partout et même ils font beaucoup de dégâts. Donc, c'est vrai ce que vous dites. Hein, donc, la trahison, il faut la prendre au sérieux. Donc, elle doit être sanctionnée, bien sûr. Maintenant, ce que apporte l'attentat terroriste de la préfecture, quand même, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup évoqué depuis tout à l'heure, c'est l'instinct du soupçon. Le soupçon, je dirais que c'est la première marque de fabrique des mouvements terroristes pour fragiliser l'État. C'est-à-dire, dans les services de sécurité et encore plus dans les services de renseignement, arriver à laisser croire qu'il y a d'autres traîtres. Je vais prendre le mot, hein. D'autres traîtres. Et donc, c'est ça l'action terroriste aussi. Hein. Ça s'est déjà arrivé dans d'autres pays, dans d'autres armées, dans d'autres services, où effectivement, une seule personne peut fragiliser l'ensemble. Et je dirais que cette action terroriste, je ne sais pas quelles seront toutes les implications, mais elle a été extrêmement destructrice. Elle a mis le doute sur un service du renseignement dont la mission était de lutter contre les terroristes. Il ne faut quand même pas l'oublier. Donc là, il y a un vrai sujet. On est dans la subversion, un terme qui a beaucoup été pratiqué pendant la guerre froide. Tout mouvement idéologique, qu'il soit religieux ou politique, qui veut prendre le pouvoir, sa première action, ou l'une de ses premières actions, c'est de fragiliser la crédibilité de l'État, quel qu'il soit, et donc sa légitimité et son mode de fonctionnement. Ça a toujours été comme ça. Donc nous sommes dans une attaque, pour moi c'est une attaque, pour l'instant apparemment d'un individu. Il n'est pas invraisemblable qu'il y en ait d'autres, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup d'autres, parce que quand même les services de renseignement, je dirais même depuis 2001, les services de renseignement ont pris de l'ampleur, les moyens techniques existent, les renforts, l'argent est là, il y a une vigilance, comme l'a évoqué le président de la République, il y a une vigilance dans les services, même si là il y a une faille. Maintenant, je dirais que les services ne peuvent pas tout faire. Il faut que les Français, quels qu'ils soient aussi vigilants. C'est d'ailleurs ce qu'a dit le président Macron. Je ne défends pas la politique du président Macron, je dis simplement qu'il a utilisé le mot vigilance, d'ailleurs il n'a pas utilisé le mot guerre, ce qui est quand même intéressant, à la différence de François Hollande, il utilise le mot vigilance. Et je crois que tout Français est responsable finalement de son environnement et donc d'une certaine forme de sécurité, sans être un délateur, sans être un soupçonneux, mais si quelque chose est anormal, il ne doit pas avoir peur d'aller le dire à qui il faut. Bien sûr, en ayant réfléchi avant, est-ce que je me trompe pas, est-ce que j'ai bien compris, on n'est pas là pour avoir une société de délation. Il faut filtrer l'information aussi, oui, c'est ça. Voilà, l'action de délation, enfin l'action terroriste qui a eu lieu à la préfecture de Paris a cette implication, c'est-à-dire que on a mis le soupçon, d'abord chez les policiers, dans le service de renseignement, et puis maintenant, d'ailleurs ce que vous avez évoqué avec vos différentes questions depuis tout à l'heure, le soupçon est finalement, est-ce que mon voisin n'est pas un traître? Et voilà. Bon, alors je crois qu'il faut être raisonnable. Nous sommes des gens raisonnables. Nous sommes dans une société quand même pacifiée, civilisée. On n'est pas une société de délateurs. Mais en revanche, soyons vigilants. Et quand on voit quelque chose d'anormal et qui peut menacer la sécurité de tous, je crois qu'il y a des services qu'il faut aller voir pour leur dire. Si vous permettez, Général, une toute petite dernière question dans un domaine que vous connaissez, qu'on a évoqué lors d'une intervention sur nos ondes, et d'actualité. On a parlé de l'histoire de l'appartenance de la Turquie à l'OTAN. Vous vous rappelez, je pense. Et maintenant, on vit une attaque de la Turquie avec la validation d'une manière indirecte, voire directe, de l'OTAN, bien sûr, avec la signature des États-Unis. Que cela représente pour vous? Pour ma part, ça fait un certain nombre d'années que je l'ai écrit, que j'estime que la Turquie ne devrait plus faire partie de l'OTAN. Donc déjà, si on clarifiait cette question-là, ça serait pas mal. En revanche, c'est vrai que la Turquie était un allié privilégié des États-Unis en Europe.
en Europe élargie, parce qu'elle est quand même pas en Europe. Donc voilà, bon, moi personnellement, j'estime que la Turquie n'a plus sa place dans l'OTAN. Elle vient de commettre une agression contre des alliés kurdes qui ont lutté contre Daesh. Bon, là, il y a un jeu de pouvoir entre les différents États de la région et d'autres grands États. Ne faisons pas d'illusions, c'est pas aussi simple. Néanmoins, la Turquie, avec son président, n'oublions pas, islamo-conservateur, qu'on dit appartenir aux frères musulmans, mène une guerre en Syrie contre les Kurdes qui nous ont aidés à éradiquer en partie Daesh. Et on a tout le monde qui se plaint, ce n'est pas bien, c'est pas beau. Et on peut rien faire d'autre. Donc on est devant une situation du fait accompli. Alors la France aujourd'hui a dit, ou hier, qu'elle arrêtait ses exportations d'armements. Ouais, c'est pas grand-chose des armements, hein, parce que c'est pas exactement, le premier. La Turquie est autonome en partie, elle a beaucoup d'armements américains, mais pas uniquement. Donc bon, c'est symbolique. C'est symbolique. Au moins la France a fait quelque chose, reconnaissons-le. Mais pour ma part, je me répète, la Turquie n'a plus sa place dans l'OTAN et elle doit retrouver sa place de puissance orientale. Et ça nous simplifierait peut-être beaucoup plus la tâche de cette clarification géopolitique. De toute façon, la Turquie a mené pour moi une guerre d'agression sur le nord de la Syrie contre les Kurdes. C'est une guerre d'agression. Donc, comment peut-on accepter cela? L'OTAN, n'oubliez pas, n'est pas qu'une alliance militaire. C'est aussi une alliance d'États démocratiques. Il ne faut pas l'oublier. Est-ce que la Turquie remplit tous les critères d'une démocratie aujourd'hui, de la manière dont elle se comporte? C'est une question que je pose. Écoutez, à suivre, hein. Donc, Général François Chevoncy, merci infiniment par rapport à cet éclairage hein, qui est un petit peu transversal. Hein. Donc, il y a un peu de la renseignement, un peu du militaire, un peu de la sociologie, mais aussi, bien entendu, un peu de la géopolitique. Je vous dis à très bientôt, Général. À très bientôt et merci à vous. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.